Mon fils aîné, Marc, a dit cela sans même lever les yeux de son assiette. Nous étions chez lui, le dîner du dimanche, le genre de repas que l'on planifie 2 semaines à l'avance désormais, une chose que je n'avais jamais remarquée avant de commencer à prêter attention à tout. Il a dit, bah, papa, nous avons déjà pris la décision. Et j'ai dit, je sais, je pense juste que... Et il a répété plus bas, comme s'il corrigeait un enfant. Nous avons déjà pris la décision, papa. C'était tout. Pas de dispute, pas de voix haute, juste le son plat et définitif d'une porte qui se ferme. Mon nom est Eugène Martin, j'ai 84 ans. Et je veux vous raconter ce qui s'est passé après ce dîner. Pas pour vous avertir, pas pour vous dire quoi faire. Juste parce que c'est le genre de choses qu'un homme n'oublie pas. Je suis rentré chez moi ce soir-là en pensant à mon père. Samuel Martin n'était pas un homme chaleureux. C'était un homme fiable, ce que j'ai cru être la même chose pendant la majeure partie de ma vie. Quand j'avais environ 9 ans, il m'a dit de me tenir droit dans le salon et de lui répéter une phrase. Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait de mal. Je me souviens de sa posture. Je me souviens qu'il n'a jamais élevé la voix. La chose la plus effrayante chez mon père était qu'il n'en avait jamais besoin. J'ai passé 60 ans à essayer d'être cela. L'homme dans la pièce qui n'a pas besoin de crier, l'homme qui gère les situations, l'homme qui n'est jamais un fardeau. Et assis dans ma voiture devant la maison de Marc, j'ai réalisé que j'étais devenu tout autre chose. Quelque part entre être stable et être silencieux, j'étais devenu facultatif. Cela n'arrive pas d'un coup. Ce n'est jamais comme ça. Ça commence petit. Vous remarquez que vos enfants cessent de vous demander votre avis sur des choses pour lesquelles ils vous consultaient autrefois. Une décision professionnelle, un déménagement, une discussion sur les petits-enfants. Vous supposez qu'ils sont occupés. Vous supposez qu'ils gèrent. Vous ne voulez pas donner l'impression de vous immiscer, alors vous restez silencieux. Et plus vous êtes silencieux, plus il leur est facile d'oublier de vous inviter dans leur vie. Ce n'est pas de la cruauté. La plupart du temps, ce que n'est même pas calculé. C'est juste la dérive lente d'un bateau que personne n'a pris la peine d'amarrer. Au moment où Marc m'a dit ces mots, j'étais à la dérive depuis des années. Je vais vous dire ce que j'ai essayé en premier car c'est important. Quand un homme comme moi réalise que quelque chose ne va pas, il ne reste pas les bras croisés. Il résout le problème. C'est ce que 60 ans de travail vous enseignent. Les problèmes ont des solutions. Les solutions exigent de l'action. Alors, j'ai agi. La première chose que j'ai faite a été d'être plus présent. Je me suis dit, peut-être que le problème est la proximité. Peut-être que s'il me voyait plus, la distance se réduirait. J'ai commencé à appeler plus souvent. Je passais chez Marc le samedi sans raison particulière. Je proposais de réparer des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. Je me portais volontaire pour tout avant même qu'on me le demande. Je gardais les enfants quand ils en avaient besoin et je restais plus longtemps que je ne l'aurais dû. Pendant environ 1 mois, cela a semblé aider. Les appels semblaient plus chaleureux. La femme de Marc, Denise, a commencé à m'envoyer des messages sur les petits-enfants. Jordan, l'aîné, a commencé à me poser des questions sur des choses que je connaissais vraiment, des petites réparations, comment faire des choses de ses mains. J'ai pensé, c'est ça. C'est ce que je devais faire. Être présent, remplir l'espace. Mais ensuite, cela a changé à nouveau, lentement. De la même façon que le froid entre dans une pièce, pas d'un coup, juste 1 degré à la fois. J'ai remarqué que quand j'appelais, Marc répondait différemment selon l'heure. En milieu de semaine, il décrochait, mais gardait un pied dehors, ne m'accordant que la moitié de son attention. Je pouvais entendre son clavier. Je pouvais entendre sa télévision. Je pouvais tout entendre, sauf le sentiment qu'il était vraiment content que j'ai appelé. Et je continuais à parler, comblant le silence, parlant plus que je ne le voulais, juste pour justifier d'avoir appelé. Je raccrochais en me sentant plus mal qu'avant. Les visites du samedi sont devenues plus courtes, puis moins fréquentes. Puis Marc a mentionné l'air de rien que les samedis étaient en fait un peu chargés maintenant. Il n'a pas dit « ne viens pas ». Il n'a pas eu besoin de le faire. Je m'étais montré davantage et ils avaient fait moins de place. Alors j'ai essayé autre chose. J'ai décidé que le problème était que je n'étais pas assez utile. Pas au sens de la présence, mais au sens pratique. J'avais des choses à offrir. De l'expérience, des connaissances, des décennies passées à savoir naviguer dans les problèmes qui vous tombent dessus à 40 ou 50 ans. J'avais juste besoin de le leur rappeler. J'ai commencé à donner des conseils plus directement. Quand René appelait pour un problème avec son propriétaire, je lui disais exactement quoi faire. Quand Antoine mentionnait une situation au travail, je lui exposais la marche à suivre. Quand Calvin traversait une épreuve avec son plus jeune, je lui disais ce qu'il faisait de mal selon moi. Je n'étais pas désagréable. J'étais clair. J'étais spécifique. J'avais vécu des versions de chacune de ces situations. Je savais des choses qu'ils ne savaient pas encore.
Cela va paraître ridicule, mais à un moment donné, j'avais tout un système. Je prenais des notes, des petits rappels pour moi-même sur ce que chaque enfant avait mentionné pour pouvoir faire un suivi, pour démontrer que j'avais écouté, que j'étais toujours impliqué, toujours pertinent. J'avais un bloc-notes sur le comptoir de ma cuisine comme si je gérais une petite entreprise. Mon voisin Daniel Rocha est passé un après-midi pour me rendre une clé anglaise, a vu le carnet et m'a demandé si j'écrivais un livre. J'ai dit non. Il l'a regardé à nouveau et t'a dit: on dirait un dossier d'enquête. Il n'avait pas tort. Mais des conseils n'ont pas eu l'effet escompté. René a arrêté de mentionner ses problèmes quand nous parlions, pas de manière dramatique. Juste progressivement, les problèmes ont disparu de nos conversations. Antoine a commencé à mettre des gants avant de parler. Je sais que tu vas probablement dire que... Et il anticipait ce que j'allais proposer pour l'écarter d'un revers de main. Calvin m'a dit une fois, sans méchanceté: papa, je ne te demande pas de réparer le problème. Je te raconte juste. Je leur donnais ce que j'avais de plus honnête, et cela les poussait à être moins honnêtes avec moi. La troisième chose que j'ai tentée a été la plus difficile à admettre. J'ai décidé que le vrai problème était peut-être que j'avais cessé d'être agréable à côtoyer, que quelque part en chemin, j'étais devenu lourd, trop sérieux, trop envahissant. Alors j'ai essayé d'être plus léger. Je riais plus au dîner que je n'en avais envie. Je faisais des blagues sur le fait d'être vieux, le genre d'autodérision qui vise à mettre tout le monde à l'aise, à signaler que je n'étais pas fragile, qu'ils n'avaient pas à me manipuler avec précaution. Je parlais moins de Rick Martin. Je parlais moins du passé en général. J'ai arrêté d'évoquer des choses qui s'étaient passées entre nous, les enfants et moi, des choses que je pensais devoir encore être dites. Je suis devenu un invité agréable dans ma propre famille, et ça a fonctionné de la manière la plus vide imaginable. Les dîners sont devenus plus légers. Les gens se sont détendus. Il y avait plus de rire. Et je restais assis au milieu de tout cela en me sentant comme un homme regardant sa propre vie par la fenêtre, présent physiquement, mais nulle part dans la pièce d'une manière qui compte. Thérèse l'a remarqué. Elle est perspicace, mon cinquième enfant, elle l'a toujours été. Elle m'a appelé environ 2 semaines après le début de ce manège et m'a dit: tu as l'air différent ces derniers temps. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu: je ne sais pas, comme si tu n'étais pas vraiment là. Je lui ai dit que ça allait. J'ai utilisé ce mot, ça va. Le même mot que j'utilisais depuis 60 ans pour mettre fin aux conversations avant qu'elles ne deviennent réelles. Elle n'a pas insisté. J'ai entendu dans son silence qu'elle savait que je mentais et elle m'a laissé mon mensonge parce qu'elle avait appris il y a longtemps que si on me poussait, je ne ferais que renforcer le mur. J'étais devenu si doué pour faire croire que tout allait bien que j'avais complètement disparu. C'est Luca qui a dit la phrase qui m'a bouleversé, pas mon petit-fils. Le garçon du dessous, le fils de Daniel Rocha. 11 ans, silencieux de cette façon qui signifie qu'il réfléchit toujours. Il passe me voir le week-end parfois, pose des petites questions, répare des choses avec moi quand je le laisse faire, ne parle pas beaucoup. Ce samedi-là, j'étais assis à ma table de cuisine après un appel avec Marc qui s'était déroulé comme d'habitude, agréable et vide, et Lucas a frappé à la porte pour me demander si je pouvais l'aider à comprendre pourquoi sa chaîne de vélo n'arrêtait pas de sauter. Nous sommes descendus sur le trottoir. Je me suis accroupi, ce qui a pris plus de temps qu'avant. J'ai regardé la chaîne, j'ai ajusté la tension. Il a observé tout le long sans parler. Quand je me suis relevé, il a dit: mon papa dit que tu sais tout réparer. J'ai dit: ton père est généreux. Il a répondu: il le dit comme si c'était vrai. Puis il était monté sur son vélo et a descendu le trottoir et je suis resté là à le regarder et quelque chose s'est fendu dans ma poitrine. Pas de façon dramatique, juste doucement, comme une vieille maison qui se tasse. J'avais passé la majeure partie d'une année à essayer de convaincre mes enfants que j'avais encore de la valeur, en étant plus présent, en conseillant davantage, en jouant une légèreté que je ne ressentais pas. Et aucune de ces choses ne m'avait rendu ce que j'avais perdu, et ce n'était pas leur respect, j'ai réalisé debout sur ce trottoir. Ce que j'avais perdu, c'était le mien. J'ai arrêté d'appeler si souvent, pas par punition, pas par stratégie. J'ai juste arrêté de tendre la main vers des gens qui ne l'attendaient pas en retour, et j'ai prétendu que c'était normal. J'ai laissé passer une semaine sans prendre l'initiative, puis une autre. Le silence était inconfortable au début, comme toute chose honnête est inconfortable quand on l'a évité. Marc a appelé un mercredi, pas un samedi, pas un dimanche, mercredi en milieu de matinée. Il a dit qu'il prenait juste des nouvelles. Je lui ai dit que j'étais en train de faire quelque chose, ce qui était vrai. Je marchais. J'avais recommencé à marcher le matin, comme je le faisais avant la soixantaine, juste pour être dehors, juste pour avoir un endroit où aller qui n'avait rien à voir avec le fait d'être utile à qui que ce soit. Il a dit: oh, d'accord, je te laisse alors.
J'ai dit, ben, passe dimanche si tu veux. Il a dit qu'il viendrait. Il est venu. Et quelque chose était différent. Pas la conversation, pas la nourriture, rien que l'on puisse pointer du doigt, mais il est resté plus longtemps que d'habitude. Il m'a aidé pour quelque chose dans la cuisine sans que je le lui demande. Il a mentionné une chose qui l'inquiétait, une vraie inquiétude, le genre qu'il me cachait autrefois, et il l'a dit simplement, sans préambule, sans le je sais ce que tu vas dire. Il l'a juste dit. Je n'ai pas cherché à réparer. J'ai juste écouté. Quand il a fini, j'ai dit ça a l'air difficile. Et il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui a enfin parlé votre langue après des années d'une traduction polie mais erronée. J'ai arrêté de me justifier. J'avais passé des décennies à justifier mes choix auprès de mes enfants, comme si je leur devais une défense pour chaque décision. Pourquoi je faisais ceci? Pourquoi je n'avais pas fait cela? Comme si le fait de devoir l'expliquer était la preuve que je devais en avoir honte. J'ai arrêté, pas impoliment. J'ai juste cessé d'offrir l'excuse avant même que quelqu'un ne la demande. Noémie a appelé comme Noémie appelle toujours, comme si elle entrait dans une pièce et commençait à réorganiser les meubles. Elle a mentionné quelque chose que j'avais dit au dîner quelques mois plus tôt, quelque chose qu'elle avait mal compris, et elle a commencé à m'attaquer là-dessus. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, je ne pense pas que ce soit ce que je voulais dire, mais je t'entends. Et puis j'ai changé de sujet. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, ben c'est tout. Tu ne vas pas discuter? J'ai dit, non. Elle a ri, un rire bref et de surpris. Et puis elle m'a raconté un truc drôle qui s'était passé au travail et nous avons discuté pendant 40 minutes. Je ne sais pas ce que Noémie a entendu à ce moment-là. Je sais ce que j'ai ressenti. Je me suis senti comme un homme qui n'avait plus besoin qu'elle le comprenne pour croire qu'il valait la peine d'être compris. C'est peu de choses à dire. Il m'a fallu 73 ans pour le penser vraiment. Calvin est passé seul un après-midi, sans sa femme, sans ses enfants. Il s'est assis à ma table et m'a demandé une chose qu'il ne m'avait jamais demandé directement. Il m'a demandé si j'avais des regrets. Pas sur un ton de défi, sincèrement. Comme un homme qui commence à s'interroger sur son propre bilan. J'ai pris le temps. Je lui ai dit que oui. Pas le genre de regret global, pas celui qui vous donne envie de tout réécrire. Le genre spécifique. Celui où l'on se souvient d'un moment particulier, d'un visage, et où l'on sait qu'on a mal réagi et que cette erreur est toujours là dans la pièce avec vous, même aujourd'hui. Je lui ai parlé d'une nuit quand il était adolescent, et je ne raconterai pas tout ici parce que certaines choses n'appartiennent qu'à deux personnes, mais je lui ai dit que j'avais confondu la fermeté avec l'amour à un moment où il avait besoin de quelque chose de plus doux. Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas cherché d'excuses. Je l'ai juste dit. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit, je me demandais si tu y repensais parfois. J'ai dit, ben j'y pense. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis dans la cuisine pendant 1 heure de plus et nous avons parlé de choses que nous n'avions jamais réussi à dire à voix haute en 40 ans. Pas de tout. On n'efface pas 40 ans en un après-midi, mais quelque chose a bougé dans la pièce, un poids qui était là depuis très longtemps. Il est parti et m'a serré dans ses bras à la porte. Une vraie étreinte, pas une accolade rapide. Et je suis resté sur le pas de la porte après son départ et j'ai pensé à mon père, que j'avais aimé et craint et jamais pleinement connu, et je me suis dit, peut-être que je ne manque pas de temps, peut-être que j'avais juste besoin d'arrêter de courir. Je suis reconnaissant pour la longueur de ma vie d'une manière que je n'aurais pas pu prédire à 50 ans, pas parce qu'elle a été facile, mais parce qu'elle a été assez longue pour que des choses arrivent qui valaient la peine d'être attendues. On appelle un mercredi. Un après-midi dans la cuisine. Un garçon sur un vélo. 40 minutes de rires honnêtes avec une fille qui m'épuisait autrefois parce que je ne comprenais pas que sa franchise était de l'amour traduit dans une langue que je n'avais pas encore apprise. J'ai passé beaucoup de temps à mesurer ma valeur à l'aune de ce que mes enfants attendaient de moi. Je ne fais plus ça. J'essaie juste d'être quelqu'un avec qui il vaut la peine de s'asseoir. Quelqu'un qui vaut le trajet. Quelqu'un qui vaut cet appel du mercredi. Certains matins, je m'assois avec mon café et je pense à toutes ces années où j'étais si concentré sur l'idée d'être solide que j'ai oublié d'être présent. Et je ressens le poids de cela. Mais je me dis aussi, je suis toujours là. L'histoire n'est pas finie, ce n'est pas rien. Pour un homme de mon âge, c'est tout. Si vous êtes resté avec moi tout au long de ce récit, merci. Je le dis de la manière la plus simple qui soit. Si vous avez eu l'impression que c'était quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, revenez me voir. Il y a encore des choses que je cherche à comprendre et je serai heureux de votre compagnie.